Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de l'échiquier international consacré ce soir à l'élection présidentielle en Turquie. À 4 jours du premier tour de l'élection présidentielle en Turquie, les deux principaux candidats, Recep Tayyip Erdogan et son opposant, Kemal Kılıçdaroğlu, monopolisent toute l'attention et jamais une élection turque n'aura été aussi indécise, si près du scrutin. Alors, qui des deux réussira à convaincre l'électorat turc? On va tenter d'y répondre justement ce soir avec nos invités. Depuis Istanbul se joint à nous Ozan Avunduk. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes journaliste et chercheur indépendant, merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis sur le plateau, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Reda Hariresh, analyste spécialiste de la Turquie. Bonsoir. Bonsoir. Merci messieurs d'être avec nous. Alors sans plus tarder, Ozan Avunduk, je me tourne vers vous. Vous qui êtes sur place, quelle est l'ambiance qui règne en Turquie 4 jours à peine avant le premier tour de cette élection présidentielle? On rappelle que les Turcs à l'étranger ont déjà commencé à voter le 27 avril dernier. Alors peut-être la différence des élections cette fois-ci, c'est qu'on peut observer une véritable atmosphère d'espoir concernant un potentiel changement du pouvoir politique, notamment parmi les supporters de l'opposition. L'opposition à cette élection, c'est une véritable coalition des différentes partis, des différentes idéologies. Ça comprend un parti de droite, de la ligne nationaliste, vraiment nationaliste traditionnellement. Et puis après, il y a aussi le parti qui est traditionnellement kémaliste social-démocrate, ensuite supporté par même des socialistes qui ne font pas officiellement partie de cette coalition, mais qui apportent leur soutien quand même au candidat de l'opposition, Kemal Kılıçdaroğlu. Donc dans ce contexte-là, il y a vraiment un espoir parmi les supporters de l'opposition concernant un changement de gouvernement cette fois, et, puisque les sondages aussi montrent que Kılıçdaroğlu, le candidat du CHP, donc le Parti républicain du peuple, le parti pro-laïque social-démocrate, est en avance. La plupart des sondages montrent qu'il est en avance, il a plus de voix, il aura plus de voix par rapport à son rival Erdogan. Très bien. Alors, Reda Hariresh, je me tourne vers vous. On l'a vu au fil des mois, la cote de popularité du président sortant, elle est en baisse. Et pour la première fois depuis 2 décennies, Recep Tayyip Erdogan est-il menacé? Peut-il justement perdre cette élection présidentielle? Il est sérieusement bousculé, mais ça l'est déjà depuis ces 2 dernières années en fait. On a vu qu'à l'occasion notamment des élections municipales d'Istanbul, Istanbul et Ankara, son parti a été battu. Donc déjà c'est un signal. Qui de plus est, nous avons cette inflation, cette forte inflation qui touche la Turquie depuis maintenant plus de 2 ans. Donc ce n'est pas nouveau en fait, ce sont uniquement les médias qui mettent un éclairage plus intense sur ces élections parce que le parti d'Erdogan va être bousculé à l'occasion de ces élections présidentielles et législatives et la partie va être extrêmement serrée. Il y a un mince espoir de changement, mais dans quel sens va-t-il ce changement? Parce que même si Erdogan, le président Erdogan est battu à l'occasion des élections présidentielles qui peuvent se jouer en 2 tours, son parti va quand même conserve un poids très important, notamment au sein de l'Assemblée nationale turque, et nous ne savons pas très bien si on ne s'achemine pas, par exemple, vers je dirais, un gouvernement de cohabitation, parce que si l'un gagne les élections présidentielles et que l'autre s'empare de l'Assemblée nationale, ça va accentuer cette crise économique et politique en Turquie, parce qu'il faut clairement l'indiquer, actuellement, le champ politique turc est fragmenté. Très bien. Ozan Avunduk, j'aimerais votre avis également sur la question. Recep Tayyip Erdogan peut-il perdre cette élection, et notamment en raison peut-être de la gestion post-tremblement de terre qui a été largement contestée en Turquie?
Les tremblements de terre et surtout les scandales qui ont suivi les tremblements de terre vont sans doute jouer un rôle s'il perd les élections, puisqu'il a été vivement critiqué de vive voix également par les figures connues par le public, comme les artistes, les musiciens, parfois les acteurs, qui n'osaient pas en général depuis très longtemps à parler, à critiquer de vive voix le président. Maintenant, eux aussi, ils ont commencé à parler. Donc, il y a vraiment un air de changement en Turquie. De l'autre côté, il y a aussi des inquiétudes. C'est-à-dire que les sondages montrent que Kılıçdaroğlu, comme je viens de le dire, est en avance, sauf que ça ne veut pas dire qu'il va gagner dès le premier tour, parce qu'il y aura un second tour, parce il faut obtenir 50% plus 1 des voix pour pouvoir gagner au premier tour. Donc, il y aura un second tour et les gens ont un peu de l'inquiétude de des choses qui peuvent se passer entre deux élections. Et par exemple, il n'y a même pas une semaine, le maire d'Istanbul qui avait gagné les élections de 2019, les élections municipales de 2019 à Istanbul, et lui, il va être le vice-président de Kılıçdaroğlu si Kılıçdaroğlu gagne ces élections. Et lui, il s'est fait attaquer, il a été attaqué lors d'une manifestation, d'un meeting en effet, à Erzurum il y a quelques jours. Donc les citoyens turcs sont inquiets aussi des événements comme ça qui peuvent apparaître, qui peuvent avoir lieu entre les deux tours. Donc il y a maintenant une campagne parmi les supporters des élections qui s'appelle Finissons ce concours au premier tour, pour qu'on n'ait pas un problème plus tard, un conflit. Et d'ailleurs, l'opposition fait appel toujours à la paix, à être à la tranquillité, à ne pas répondre aux provocations. Très bien, alors parmi ce qui peut justement jouer en la faveur de l'un ou de l'autre, c'est justement les 6 millions de Turcs, soit les 10% de l'électorat qui vont voter pour la première fois. Eux qui n'ont connu que Recep Tayyip Erdogan à la tête du pays. Reda Hariresh, Ozan Avunduk, vous les côtoyez au quotidien. Sont-ils susceptibles de faire pencher justement la balance vers l'opposition ? Alors oui, c'est surtout les jeunes qui supportent l'opposition en effet. Maintenant, on voit certaines vidéos qui tombent sur les réseaux sociaux des jeunes qui convainquent leurs parents. C'est aussi devenu un courant. On voit par exemple dans les interviews dans la rue, on fait des entretiens avec des personnes un peu plus, je sais pas, au-dessus de 40 ans par exemple, et on demande pour qui vous allez voter, et la réponse qu'on reçoit généralement, c'est que mon petit-fils, mon fils m'a convaincu à voter Kılıçdaroğlu. Donc il y a vraiment une tendance de la jeunesse, de la part de la jeunesse, pour un changement, pour voter Kılıçdaroğlu. Bon, rien n'est certain. Sans doute, il a une forte base électorale toujours. Erdogan arrive à le garder, sa base électorale, mais dans le même temps, il y a une montée du côté de Kılıçdaroğlu et de l'opposition aussi. C'est surtout les votes de l'AKP, de son parti, qui sont en baisse notable depuis 5 ans. Donc voilà, la jeunesse va aussi sans doute jouer un rôle décisif dans ces élections. Très bien, alors Reda Hariresh, je reviens vers vous. La jeunesse peut jouer un rôle décisif dans ces élections, mais on peut aussi s'attendre à des surprises dans un paysage politique marqué par plusieurs oppositions, dans une conjoncture internationale pour le moins troublée, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Nous avons également les minorités. Le vote des minorités en Turquie va être sollicité cette fois-ci parce que donc, le président du parti social-démocrate Kemal Kılıçdaroğlu est lui-même d'origine alévi. Et cette fois-ci, il ne l'a pas caché. Il a clairement la communauté alévi en Turquie. C'est autour de 12, 13, 14 millions de Turcs. Cette minorité hétérodoxe qui a toujours été sollicitée par les partis politiques pour pouvoir rééquilibrer en quelque sorte leurs comptes. Cette fois-ci, elle va jouer un rôle très très important aux côtés notamment de l'autre grande minorité, à savoir la minorité kurde, qui est une minorité donc majoritairement sunnite, mais qui n'est pas d'ascendance turque et qui cette fois-ci sera aussi l'adversaire d'Erdogan. Ce qui fait que, en gros, nous allons avoir deux grandes coalitions,
une coalition d'opposition qui regroupe le centre-gauche et le centre-droit, et une coalition autour du président Erdogan, qui sera composée essentiellement de partis d'une formation avec des tendances islamo-nationalistes très à droite. Très bien, on reste avec vous, Reda Harilash. Ce dimanche 14 mai aura également lieu un autre vote tout aussi important, les élections législatives, et il faudra donc renouveler le Parlement. Sa composition influencera-t-elle, selon vous, les résultats du second tour de l'élection présidentielle, qui lui aura lieu le 28 ? Oui, c'est indéniable, parce que les électeurs ils vont se faire une idée pour voir quels sont les partis politiques qui sont susceptibles de mener la Turquie à bon port, parce que c'est eux qui vont en quelque sorte gérer donc, le pays. Et c'est à ce moment-là où on verra déjà si l'AKP a conservé sa base électorale, parce qu'il ne faut pas oublier qu'entre 2002 et 2011, au cours des 10 premières années où Erdogan avait été chef du gouvernement, la Turquie a vu son niveau de vie augmenter, beaucoup augmenter. Le pouvoir d'achat a quasiment été multiplié par 4. Il y a toute une classe moyenne originaire d'Anatolie qui a émergé avec Erdogan. Donc on va voir si cette classe moyenne va encore une fois de plus servir de rempart pour permettre à Erdogan de se maintenir à flot. Très bien. Ozan Avundouk, je me tourne vers vous à présent avec la même question. Est-ce que la nouvelle composition du Parlement va influer sur les résultats du second tour de cette élection présidentielle ? Alors, on dit souvent que ça va avoir surtout un effet psychologique peut-être sur l'électorat turc, parce que peut-être on peut dire que les citoyens turcs aiment bien voter veulent bien chercher une concordance, une conformité entre le pouvoir exécutif et les législatifs, c'est-à-dire quand le président est d'un parti et la majorité parlementaire appartient à un autre mouvement politique ou à un autre parti, et ce n'est pas très préférable aux yeux de l'électorat peut-être. Sauf que, en fait, c'est un peu un traumatisme des années 90 en Turquie où la Turquie était dirigée par des coalitions, des différentes opinions et ça tenait jamais. Sauf que là, on est arrivé à un stade assez différent. Là, il y a un véritable, encore une fois, je le dis, une volonté pour le changement au sein de la société. Donc là, je crois que si la plupart de la population veut un changement dans le pouvoir exécutif et même un retour au système parlementaire, là, je crois que la composition au sein du Parlement, ça va jouer un rôle secondaire. C'est surtout ça va être surtout la volonté de changer le président. Donc, ça ne veut pas dire forcément que si l'AKP et ses alliés ont la majorité au sein du Parlement, l'opposition va sans doute perdre au second tour. Non, on ne peut pas dire ça, mais ça peut-être jouer un rôle psychologique sur certaines segmentations, certains citoyens. Alors on va maintenant parler de la situation économique en Turquie. Le pays est rongé par une crise du pouvoir d'achat et la livre turque a perdu 200% de sa valeur face à l'euro. Ce sont les derniers chiffres. Cette élection sera-t-elle, Ozan Avundouk, un tournant pour le pays, notamment si l'opposition venait à l'emporter? Y aura-t-il un changement radical selon vous? Oui, alors la valeur de la monnaie turque, elle diminue tous les jours et c'est pas stable d'ailleurs. Donc les conditions de vie pour les Turcs, ça devient de plus en plus difficile. Maintenant, c'est devenu l'un des slogans d'ailleurs de l'opposition. On fait tout le temps référence au prix de l'oignon, des pommes de terre qu'on achète, qu'on utilise tous les jours dans la cuisine turque, comment ils augmentent les prix de ces ingrédients de base et que on dit souvent, surtout s'il y a une opposition sociale au sein de la société, il y a une opposition de la jeunesse qui fait référence dans leur slogan, dans leur motto, toujours à cette montée des prix, l'inflation, et ils accentuent surtout que c'est à cause du gouvernement actuel et du pouvoir politique actuel en Turquie
qu'on vit sous ces conditions. Donc, sans doute, la situation économique va avoir le premier rôle dans un éventuel changement du pouvoir politique. Et sur la scène internationale, Reda Harilash, le pays s'impose. La Turquie est un pôle géopolitique important dans plusieurs espaces et cette élection suscite un intérêt de la communauté internationale. C'est suivi de partout, on l'a vu, il y a des débats sur toutes les chaînes. Indéniablement, parce que la Turquie est considérée comme étant, c'est encore la sentinelle de l'Occident dans cette région-là. C'est la deuxième puissance de l'OTAN. Et elle joue en quelque sorte le rôle d'arbitre actuellement entre les deux protagonistes qui sont en guerre au niveau de la mer Noire, à savoir la Russie et l'Ukraine. Et même au sein de l'OTAN, la Turquie a son mot à dire lorsque elle a accepté la candidature d'Helsinki, de la Finlande, qui va être membre de l'OTAN, un pays frontalier avec la Russie. Mais qu'elle bloque celle de la Suède. Mais elle n'a pas la même, effectivement, elle n'a pas la même vision en ce qui concerne la Suède, parce que c'est un autre regard qu'elle a vis-à-vis du frère scandinave. Parce que là, vous savez que les opposants turcs résident en Suède, et c'est à partir notamment de la Suède qu'ils mènent leur politique donc d'hostilité vis-à-vis d'Ankara. Du moins, c'est ce que les Turcs considèrent, et ils demandent donc les Turcs à ce que la Suède puisse contrôler cette opposition kurde qui est qualifiée par Ankara d'organisation terroriste. Très bien. Le prochain président, que ce soit Erdogan ou Kiliç Daroğlu, voudra donc montrer qu'il sait se faire respecter, qu'il sait faire respecter son pays, notamment sur la scène internationale, notamment aux yeux des Occidentaux, sachant que la Turquie est donc la seconde armée de l'OTAN et qu'elle bloque justement l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Se faire respecter d'une manière ou d'une autre, la Turquie a été respectée par ses adversaires, même qui ne sont pas d'accord avec elle. Mais c'est beaucoup plus sa singularité qui devra être mise en avant, parce que, aussi bien en Europe que dans les pays arabes du Moyen-Orient, on n'arrive pas très bien à cerner les contours de la politique étrangère de la Turquie, qui est extrêmement pragmatique et qui se veut évolutive avec les conflits et dans le temps. Donc, quel que soit le candidat, que ce soit Erdogan ou son adversaire du parti, donc de cette formation social-démocrate, toujours est-il que c'est surtout sur la question notamment des réfugiés, parce que la Turquie est devenue quand même un pays où il y a plusieurs millions de réfugiés, et notamment les réfugiés syriens, que ça va se jouer pour le prochain président, puisque le candidat social-démocrate a clairement dit que s'il gagnait les élections, il n'hésiterait pas donc à renvoyer les réfugiés syriens, qui sont presque 5 millions, dans leur pays d'origine. Voilà. Alors, Ozan Avonduk, on y revient à cette question des réfugiés. Elle partage les deux opposants. Donc, comment vont Erdogan et son opposant vont-ils travailler avec l'Europe justement sur cette question? On sait que les deux candidats donc, ont des positions complètement divergentes. Erdogan, s'il reste au pouvoir, il y aura pas lieu d'un grand changement à la question concernant la question des rapports, des relations avec l'Union européenne ou les réfugiés. La Turquie va garder le traité qu'il a signé, l'accord qu'il avait signé en 2015 avec l'Union européenne, qui donne la responsabilité de fermer ses frontières pour que les réfugiés n'essayent pas d'aller à l'Union européenne. C'était signé par le gouvernement AKP à l'époque et ça va être maintenu. Cependant, Kılıçdaroğlu, s'il arrive au pouvoir et donc le CHP et ses alliés dirigent le pays, dans ce cas-là, ils disent clairement qu'ils vont révisionner cet accord, puisqu'il y a un peu un partage un peu inégal de cette fardeau concernant la protection des réfugiés. La Turquie, Liban et la Jordanie sont les trois grands pays du Moyen-Orient qui ont cette responsabilité de
de protéger les réfugiés dans leur pays. Et Kılıçdaroğlu a souvent tendance à dire il dit souvent, il souligne que c'est inégal ce partage des responsabilités, c'est pas juste. Donc sans doute il va révisionner cet accord. Mais que pensez-vous du fait qu'ils veuillent renvoyer les Syriens chez eux? En fait, ce qu'ils disent, c'est plutôt on va avoir 2 années, on va pas les virer entre guillemets comme des mouvements d'extrême droite parfois le disent souvent en Turquie ou en Europe, parce qu'il y a aussi des partis qui disent ça aussi en Turquie. Ils font pas partie de l'opposition de l'opposition dont on parle là. Et il dit que on va avoir 2 années et pendant ces 2 années-là, on va bien planifier surtout le retour des Syriens à leur patrie. Parce qu'il dit que aucune personne dans le monde est réfugiée volontairement, tout le monde veut un jour rentrer dans son pays, et donc on va préparer les conditions nécessaires en établissant des relations diplomatiques nécessaires avec à la fois Damas et l'Union européenne. Donc on va créer la bonne atmosphère pour leur retour. Alors est-ce que c'est réalisable ou pas ? Et ça, on va voir, c'est très tôt pour en dire, mais je pense que donner cette durée de 2 années, ça rend son objectif un peu plus réaliste. Très bien. Alors, Reda Harirash, un dernier mot, est-ce que ce n'est pas utopique, hein, ce petit projet d'aider les Syriens à rentrer chez eux, pour ne pas dire les renvoyer? C'est-à-dire que le candidat donc, du Parti social-démocrate veut montrer qu'il est à l'écoute de l'électorat turc, parce qu'effectivement, la Turquie est devenue une plaque tournante d'un certain nombre de pays voisins, que ce soit l'Irak précédemment ou la Syrie aujourd'hui. Mais effectivement, c'est assez utopique parce qu'on ne peut pas, comme ça, du jour au lendemain, renvoyer plusieurs millions de réfugiés. C'est juste pour dire que, effectivement, la Turquie n'a pas à supporter tout ce fardeau, étant donné que des réfugiés, étant donné qu'elle a négocié des accords avec l'Union européenne à l'époque où Davutoglu était ministre des Affaires étrangères d'Erdogan. Et il était question qu'à l'occasion de ces accords-là, qu'il y ait réellement une contrepartie pour la Turquie. Et la contrepartie pour la Turquie, au moment de la signature de cet accord-là, c'était que la Turquie pouvait désormais faire partie de l'espace Schengen. C'était la contrepartie. Or, apparemment, les Turcs, ils ont eu des facilités. Ils ont des facilités pour leurs ressortissants pour pouvoir accéder à l'espace européen, c'est indéniable. Par contre, la Turquie n'a pas été intégrée dans l'espace Schengen, comme le sont d'autres pays européens qui ne sont pas membres de l'Union européenne, à l'instar, par exemple, de la Suisse ou de la Norvège. Voilà. Ozan Avondok, un dernier mot avant de se quitter. Alors, comme j'ai dit, c'est la jeunesse surtout qui veut un changement et c'est le futur de la Turquie, l'avenir de la Turquie appartient à la jeunesse turque et je pense que c'est surtout là, alors, il faut accentuer ce rôle qui va être joué par la jeunesse qui abandonne la Turquie en fait depuis 5 années. Il y a une montée dans les gens qui quittent la Turquie et maintenant, comme vous l'avez précisé aussi hier, les urnes ont été fermées, les élections à l'étranger ont terminé, mais il y a eu une participation énorme à l'étranger aussi, et parce qu'en fait les jeunes à l'étranger, les jeunes turcs à l'étranger veulent aussi rentrer dans leur pays, et lorsque il y a un résultat démocratique après ces élections, ils veulent vivre en Turquie, dans une Turquie démocratique, et ils ont un espoir pour cela dans cette élection. Très bien. Très bien, merci. Merci messieurs, on arrive à la fin de ce numéro de l'Échiquier international. Merci d'avoir répondu présent ce soir. Ozan Avondok, journaliste chercheur indépendant, merci. Reda Harirash, merci à vous également. Je rappelle que vous êtes analyste spécialiste de la Turquie. Madame, monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée.